Pendant des décennies, Jerry Lewis a fait rire le monde entier, ses grimaces et ses cascades provoquant des éclats de rire si puissants qu'ils laissaient les spectateurs en larmes, le souffle coupé, comme s'il assistait à un phénomène presque surnaturel. Mais derrière les projecteurs, les costumes colorés et les salles combles, se cachait une vérité plus sombre, un secret qu'il garda enfoui jusqu'aux derniers instants de sa vie, une confession qu'il n'osa murmurer qu'à la fin, lorsque le temps lui échappa. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un duo comique légendaire, mais celle d'une amitié profonde, complexe, qui a redéfini la comédie américaine et qui, dans son silence, a failli tout anéantir. Dean Martin, avec sa voix suave et son charisme nonchalant, n'était pas seulement le partenaire de scène de Jerry, il était l'âme sœur artistique que Jerry ne put jamais oublier, jamais remplacer, et dont la perte le hanta jusqu'à son dernier souffle, un regret qu'il porta comme un fardeau invisible. Tout commence dans l'effervescence d'un club enfumé, le Glassat, à New York, en 1945, une époque où la ville vibrait au rythme du jazz et des rêves d'après-guerre. Jerry, à peine 19 ans, est un jeune comique nerveux, un gamin du New Jersey qui lutte pour se faire un nom avec un numéro audacieux où il mime des disques, synchronisant ses lèvres avec des chansons pour créer un effet hilarant. Dean, 27 ans, est un crooner au charme magnétique, sa voix chaude et son allure décontractée captivant les foules dans les boîtes de nuit. Sur le papier, ils sont des opposés, Jerry, un tourbillon d'énergie chaotique, et Dean, un rock de calme élégant. Pourtant, lorsqu'ils se rencontrent sur cette scène improbable, une étincelle jaillit. Leur premier numéro ensemble est une révélation. Jerry, avec ses pitreries exagérées, fait hurler le public de rire, tandis que Dean, impassible, ponctue chaque gag d'un regard amusé ou d'une réplique sèche. Ce n'est pas seulement drôle, c'est une alchimie presque magique, un mélange de feu et de glace qui fait vibrer la salle. Les spectateurs rient jusqu'à en perdre haleine, un rire choqué, incrédule, comme s'ils étaient témoins d'un miracle. En 2 ans, leur duo conquiert le Copacabana, le club le plus prestigieux de New York, où les stars et les mafieux se côtoient sous des lustres étincelants. En 4 ans, ils sont partout, à la radio, où leur voix captive des millions d'auditeurs, à la télévision, où leurs sketchs deviennent des événements nationaux, et au cinéma, où des films comme My Friend Irma, At War with the Army, et The Caddy font salle comble. Chaque éclat de rire alimente leur ascension fulgurante, transformant 2 jeunes artistes en icônes de l'Amérique des années 50. Leur succès est monumental, mais il repose sur une dynamique fragile. Jerry, perfectionniste jusqu'à l'obsession, écrit la plupart des sketchs, chorégraphie chaque mouvement, dirige l'énergie du duo comme un chef d'orchestre. Il s'entoure de talents émergents comme Norman Lear et Ed Simmons, des futurs géants de la télévision, pour peaufiner chaque scène avec une précision maniaque. Dean, lui, savoure la gloire, mais commence à ressentir le poids d'être perçu comme le faire-valoir, le « beau gosse » qui laisse Jerry briller. Une anecdote circule parmi leurs proches. Un soir, après un show triomphal, Dean aurait murmuré à un ami, un verre de whisky à la main, « Je suis juste là pour le laisser hurler ». Il souriait, comme toujours, mais ses yeux trahissaient une blessure, une frustration qui grandissait dans l'ombre. Les films s'enchaînent, chacun plus ambitieux que le précédent. Living It Up, Artist and Model, Hollywood or Bust. Leur alchimie à l'écran est électrique, mais en coulisses, le vernis commence à craqueler. Dean arrive parfois en retard, son souffle sentant l'alcool, son attitude plus distante. Jerry, de son côté, devient de plus en plus autoritaire, scrutant chaque détail, corrigeant chaque geste, comme si le moindre faux pas pouvait faire s'écrouler leur empire. L'équipe de tournage remarque que leurs échanges se limitent de plus en plus au moment filmé. Une nuit, après une performance à Las Vegas, sous les néons scintillants du strip, Jerry confie à sa femme Patty, dans l'intimité de leur chambre d'hôtel, « Il ne rit plus quand je joue. Il ne rit plus du tout ». Ces mots, lourds de tristesse, marquent le début d'une fracture invisible. La gloire, qui les avait unis, creuse désormais un fossé entre eux. Les projecteurs, toujours plus braqués sur Jerry, accentuent le malaise. Dean se sent relégué à l'arrière-plan, un crooner décoratif dans l'ombre du chaos comique de Lewis. Jerry, lui, est consumé par son besoin de perfection, incapable de voir que son partenaire s'éloigne. En 1956, au sommet de leur gloire, Martin et Lewis montent sur la scène du Copacabana pour ce qui sera leur dernier spectacle ensemble. Le public, inconscient du drame qui se joue, rit aux larmes, applaudit à tout rompre. Mais derrière le rideau, le silence entre les 2 hommes est assourdissant, un mur de glace que ni l'un ni l'autre ne sait comment briser. Ce n'est pas une dispute explosive qui met fin à leur partenariat, mais une lente implosion, nourrie par des années de tensions non exprimées. Dean en a assez d'être vu comme l'ombre de Jerry,
le straight man relégué au second plan. Jerry, lui, est obsédé par le contrôle, chaque gag devant être parfait, chaque silence calculé. Une critique dans Variety devient la goutte d'eau, elle encense Jerry comme un génie comique qui réinvente le genre, tandis que Dean n'est mentionné qu'en passant, une note de bas de page. Ce soir-là, Dean reste muet en coulisses, son visage fermé. 2 semaines plus tard, il dit à son agent, d'un ton définitif, « C'est fini ». Leur dernier film, Hollywood Orbuste, est tourné dans une atmosphère tendue, les prises marquées par un silence glacial. Jerry tente désespérément de renouer, mais Dean a déjà tourné la page. « J'en ai marre de jouer le crétin », aurait-il confié à un proche, les mots tranchants comme une lame. La rupture, lorsqu'elle est annoncée, secoue le public comme un tremblement de terre. Les fans, qui voyaient en Martin et Lewis une famille, vivent la séparation comme un divorce. Les lettres affluent, les magazines spéculent. Dean a-t-il trahi Jerry? Jerry est-il devenu insupportable? La vérité est plus simple, mais infiniment plus douloureuse. 2 hommes qui s'aimaient profondément ont évolué dans des directions opposées, incapables de mettre des mots sur leur malaise. Jerry se jette à corps perdu dans sa carrière solo, débutant avec The Delicate de Lynch, un film qu'il écrit, réalise et joue. Le résultat est imparfait, mais il canalise son énergie, lui donne un but. Il expérimente avec The Bell Boy, un film sans dialogue, un défi audacieux lancé au monde. Les critiques sont partagées, mais le public reste fasciné par cet homme qui semble défier les lois de la comédie. Dean, de son côté, trouve une nouvelle liberté dans le rap-pack, aux côtés de Frank Sinatra et Sammy Davis Jr. Il brille dans Rio Bravo, anime son propre show télévisé, et cultive une image de cool détaché, loin des chorégraphies rigides de Jerry. Pourtant, sous son sourire en coin, il y a une lassitude, une blessure qu'il ne nomme jamais. Pendant 20 ans, ils ne se parlent presque plus. Jerry évoque Dean dans les interviews, oscillant entre tendresse et amertume, comme s'il cherchait encore à comprendre ce qu'ils avaient perdu. Dean, fidèle à son style, esquive les questions avec un sourire vague et un verre de martini, disant simplement « Ce gamin va bien ». Leur silence est une guerre froide, faite de nostalgie et de regrets tus. Les rumeurs de retrouvailles circulent, portées par des amis comme Norman Lear ou Sinatra, mais elles s'évanouissent comme des mirages. Puis, en septembre 1976, lors du téléthon annuel de Jerry pour la dystrophie musculaire, un moment inattendu brise le silence. Frank Sinatra, dans un coup orchestré en secret, amène Dean sur scène. La salle explose. Jerry, figé, les yeux brillants de larmes, enlace Dean dans une étreinte longue, violente, comme si 20 ans de douleur se dissolvaient en un instant. Le public est en délire, mais ce moment, aussi magique soit-il, n'est pas une réconciliation. C'est une fissure dans leur armure, une brèche éphémère. Dean reste distant, presque cérémonial, comme s'il saluait un vieil ami à un enterrement. Jerry propose un déjeuner. Dean répond « Bien sûr, gamin ». Le déjeuner n'aura jamais lieu. Jerry poursuit une carrière solo audacieuse, repoussant les limites de la comédie avec des films comme The Ladies' Man et The Nutty Professor, où il brise le 4e mur et expérimente avec le son et les décors. Mais les années 60 marquent un tournant. Le cinéma change, porté par des films comme The Graduate et Easy Rider, et le style explosif de Jerry semble soudain décalé. Les échecs s'accumulent, comme The Day the Clown criait, un projet maudit jamais sorti, qui entache son héritage. Il se replie sur ses télétons, levant des millions pour la dystrophie musculaire, un engagement qui devient sa bouée de sauvetage. En privé, il porte le poids de ses regrets. Sa femme Patty raconte qu'il lui arrivait de regarder par la fenêtre, un verre à la main, murmurant « Je me demande s'il pense encore à moi ». Dean, de son côté, devient l'icône du cool, mais la mort tragique de son fils Dean Paul dans un accident d'avion en 1987 le brise. Il se retire, refuse les interviews, et s'efface peu à peu du monde. Lorsqu'un fan, après un show à Vegas, lui dit « Vous et Jerry, vous étiez les meilleurs », Dean signe un autographe, marque une pause, et répond « Ouais, on l'était ». Ces 3 mots, simples et lourds, trahissent une douleur qu'il n'exprimera jamais pleinement. Dans ces dernières années, Jerry devient plus introspectif. Il reconnaît ses fautes, son arrogance, son obsession du contrôle, son incapacité à voir la douleur de Dean. Il a eu plus de patience que je ne le méritais, confie-t-il à Dick Cavett. En 2005, sur Inside the Actor Studio, lorsqu'on lui demande si Dean lui manque, il répond sans hésiter, tous les jours, chaque jour. Lorsque Dean meurt, seul, le jour de Noël 1995, Jerry est dévasté. La moitié de moi s'est envolée, dit-il. Il révèle avoir écrit une lettre à Dean, jamais envoyée,
où il s'excusait pour tout, l'ego, les injustices, les appels jamais passés. C'était pour moi, admet-il, un aveu qui résonne comme une prière. Peu avant sa mort, Jerry livre une confession déchirante dans une interview intimiste, filmée dans une lumière tamisée, son visage marqué par les années. « J'ai repoussé Dean », dit-il lentement, chaque mot pesant comme une pierre. « Je voulais plus, je pensais mériter plus, et je n'ai pas vu ce que j'avais. Un homme qui m'a soutenu pendant 10 ans, qui m'a laissé briller même si ça obscurcissait sa propre lumière. » Il évoque un souvenir de 1954, après un numéro triomphal pour The Colgate Comedy Hour. Jerry, porté par les applaudissements, passe devant Dean, qui se tient dans l'ombre des rideaux, hochant la tête sans un mot. « Je n'ai pas vu qu'il disparaissait, » dit Jerry, la voix tremblante. « C'est ce moment que je rejoue le plus. » Cette confession secoue le monde. Les fans inondent les réseaux sociaux, exprimant leur tristesse et leur admiration pour cet homme qui, malgré ses erreurs, a eu le courage de les reconnaître. Les jeunes humoristes y voient une leçon d'humilité, les fans plus âgés, la clôture d'un chapitre. Jerry trouve une paix fragile dans ses aveux. Peut-être que c'est ce que je lui devais, dit-il dans sa dernière interview. Dire la vérité, enfin, je l'aimais, et j'ai tout gâché. L'histoire de Martin et Lewis est plus qu'une chronique de la comédie. C'est une parabole sur l'ego, le silence, et le prix de ne pas dire ce qui compte. Derrière chaque éclat de rire, il y avait 2 cœurs battants, 2 hommes qui s'aimaient mais n'ont pas su le dire à temps. Leur histoire nous enseigne une leçon universelle. Ne laissez pas ceux que vous aimez s'éloigner sans leur dire ce qu'ils représentent. Dites-le maintenant, avant que les lumières s'éteignent, avant que le rideau tombe. Pendant des décennies, Jerry Lewis a fait rire le monde entier, ses grimaces et ses cascades provoquant des éclats de rire si puissants qu'ils laissaient les spectateurs en larmes, le souffle coupé, comme s'il assistait à un phénomène presque surnaturel. Mais derrière les projecteurs, les costumes colorés et les salles combles, se cachait une vérité plus sombre, un secret qu'il garda enfoui jusqu'aux derniers instants de sa vie, une confession qu'il n'osa murmurer qu'à la fin, lorsque le temps lui échappa. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un duo comique légendaire, mais celle d'une amitié profonde, complexe, qui a redéfini la comédie américaine et qui, dans son silence, a failli tout anéantir. Dean Martin, avec sa voix suave et son charisme nonchalant, n'était pas seulement le partenaire de scène de Jerry, il était l'âme sœur artistique que Jerry ne put jamais oublier, jamais remplacer, et dont la perte le hanta jusqu'à son dernier souffle, un regret qu'il porta comme un fardeau invisible. Tout commence dans l'effervescence d'un club enfumé, le Glass Hat, à New York, en 1945, une époque où la ville vibrait au rythme du jazz et des rêves d'après-guerre. Jerry, à peine 19 ans, est un jeune comique nerveux, un gamin du New Jersey qui lutte pour se faire un nom avec un numéro audacieux où il mime des disques, synchronisant ses lèvres avec des chansons pour créer un effet hilarant. Dean, 27 ans, est un crooner au charme magnétique, sa voix chaude et son allure décontractée captivant les foules dans les boîtes de nuit. Sur le papier, ils sont des opposés, Jerry, un tourbillon d'énergie chaotique, et Dean, un rock de calme élégant. Pourtant, lorsqu'ils se rencontrent sur cette scène improbable, une étincelle jaillit. Leur premier numéro ensemble est une révélation. Jerry, avec ses pitreries exagérées, fait hurler le public de rire, tandis que Dean, impassible, ponctue chaque gag d'un regard amusé ou d'une réplique sèche. Ce n'est pas seulement drôle, c'est une alchimie presque magique, un mélange de feu et de glace qui fait vibrer la salle. Les spectateurs rient jusqu'à en perdre haleine, un rire choqué, incrédule, comme s'ils étaient témoins d'un miracle. En 2 ans, leur duo conquiert le Copacabana, le club le plus prestigieux de New York, où les stars et les mafieux se côtoient sous des lustres étincelants. En 4 ans, ils sont partout, à la radio, où leur voix captive des millions d'auditeurs, à la télévision, où leurs sketchs deviennent des événements nationaux, et au cinéma, où des films comme My Friend Irma, At War with the Army, et The Caddy font salle comble. Chaque éclat de rire alimente leur ascension fulgurante, transformant 2 jeunes artistes en icônes de l'Amérique des années 50. Leur succès est monumental, mais il repose sur une dynamique fragile. Jerry, perfectionniste jusqu'à l'obsession, écrit la plupart des sketchs, chorégraphie chaque mouvement, dirige l'énergie du duo comme un chef d'orchestre. Il s'entoure de talents émergents comme Norman Lear et Ed Simmons, des futurs géants de la télévision, pour peaufiner chaque scène avec une précision maniaque. Dean, lui, savoure la gloire, mais commence à ressentir le poids d'être perçu comme le faire-valoir, le « beau gosse » qui laisse Jerry briller. Une anecdote circule parmi leurs proches. Un soir, après un show triomphal, Dean aurait murmuré à un ami, un verre de whisky à la main, « Je suis juste là pour le laisser hurler ». Il souriait, comme toujours,
mais ses yeux trahissaient une blessure, une frustration qui grandissait dans l'ombre. Les films s'enchaînent, chacun plus ambitieux que le précédent. Living It Up, Artist and Model, Hollywood or Bust. Leur alchimie à l'écran est électrique, mais en coulisses, le vernis commence à craqueler. Dean arrive parfois en retard, son souffle sentant l'alcool, son attitude plus distante. Jerry, de son côté, devient de plus en plus autoritaire, scrutant chaque détail, corrigeant chaque geste, comme si le moindre faux pas pouvait faire s'écrouler leur empire. L'équipe de tournage remarque que leurs échanges se limitent de plus en plus au moment filmé. Une nuit, après une performance à Las Vegas, sous les néons scintillants du strip, Jerry confie à sa femme Patty, dans l'intimité de leur chambre d'hôtel, « Il ne rit plus quand je joue. Il ne rit plus du tout. » Ces mots, lourds de tristesse, marquent le début d'une fracture invisible. La gloire, qui les avait unis, creuse désormais un fossé entre eux. Les projecteurs, toujours plus braqués sur Jerry, accentuent le malaise. Dean se sent relégué à l'arrière-plan, un crooner décoratif dans l'ombre du chaos comique de Lewis. Jerry, lui, est consumé par son besoin de perfection, incapable de voir que son partenaire s'éloigne. En 1956, au sommet de leur gloire, Martin et Lewis montent sur la scène du Copacabana pour ce qui sera leur dernier spectacle ensemble. Le public, inconscient du drame qui se joue, rit aux larmes, applaudit à tout rompre. Mais derrière le rideau, le silence entre les deux hommes est assourdissant, un mur de glace que ni l'un ni l'autre ne sait comment briser. Ce n'est pas une dispute explosive qui met fin à leur partenariat, mais une lente implosion, nourrie par des années de